Grâce au podcast Mélanie Consulte, je rencontre des gens super intéressants qui sont hyper qualifiés dans leur domaine et j'apprends vraiment beaucoup de choses. Là, j'ai rencontré un psychologue qui s'appelle Stéphane Bouchard. Ça fait quelques fois que je le rencontre au podcast parce qu'on s'attache à Stéphane Bouchard, c'est ça qui arrive. Et quand je l'ai rencontré, Stéphane, il est psychologue, il est aussi professeur à l'UQO, il y a une chaire de recherche canadienne sur les troubles paniques, on en parle souvent, et il m'a dit qu'il faisait de la cyberpsychologie. Là, moi, quand il m'a dit ça, j'ai fait c'est cool, mais tu sais, je n'étais pas rendue là dans mon processus mental. Puis là, ça m'a quand même intriguée un peu et il m'a envoyé une vidéo sur Vimeo que je puisse voir un peu c'est quoi de la cyberpsychologie et je vais essayer de la montrer dans quelques temps là, sur le podcast tantôt. C'est une vidéo où il nous démontre un peu les phobies des gens, mais comment ça peut se traiter, de ce que j'ai compris, avec la technologie. Donc, les gens qui ont peur, soit des chats, des chiens, des serpents, des araignées. Fait que moi, tu sais, je me sens pas très interpellée tant que ça par les phobies. Je clique sur son vidéo et là, je me suis rendu compte que ah ben, j'ai plus peur que je pensais de certaines choses. Je me suis dit, bon, ben si ça me touche moi un peu quand même, ça risque de toucher des gens qui ont soit des phobies ou qui se demandent la peur que j'ai. Est-ce que c'est une phobie ou est-ce que ça ne l'est pas? Là, on commence à le connaître, Stéphane Bouchard. Il va bien finir par me dire que quand c'est une phobie, c'est parce que ça cause un trouble. Est-ce que j'ai vraiment un trouble avec ça? Je vais en savoir plus. J'imagine que vous aussi, vous voulez en savoir un peu plus. Fait que ça s'en vient, avoir plus de détails sur nos peurs. Allons voir si on en a ou pas. Salut Stéphane, merci encore. Allô, ça fait plaisir. Oui, merci encore d'être là. C'est ça, tu vas commencer à avoir un fanbase bientôt, si ce n'est pas déjà fait. C'est ça, là, c'est un peu. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on va peut-être plus parler des autres que de moi, parce que je ne crois pas que j'ai des phobies, mais quand tu m'as envoyé ta vidéo pour un peu me parler vite, là, de c'était quoi la cyberpsychologie. C'est une vidéo, peut-être je peux même peut-être la montrer en partant là, pour les gens qui nous regardent au visuel. Pour les gens qui nous écoutent juste à l'audio, imaginez-vous des animaux. On peut peut-être le décrire pour ceux qui ne le voient pas. C'est quoi? C'est une vidéo où on a des images de chats, de chiens, de serpents, d'araignées. Est-ce qu'il y avait d'autres choses là, dans ma mémoire? Ben, c'est pas mal ça. En fait, l'idée, c'est que peut-être qu'on pourra peut-être donner aux gens un petit peu un contexte. C'est que, tu sais, au fond, la réalité virtuelle, tu mets des lunettes pour apprivoiser tes peurs. Puis c'est un peu ça que ça montre. C'est qu'on voit des gens on voit quelqu'un qui a des lunettes. Quand la personne elle bouge, on voit ce qu'elle pourrait voir, dont on va reparler dans quelques minutes, dont des araignées, des chats, des chiens, des serpents. Pas tout en même temps, là, mais pour essayer, pour illustrer comment on apprivoise nos peurs. Oui, c'est ça. Réalité virtuelle, c'est la chose que j'aurais pu mentionner. C'est ça qui est le plus clair pour les gens de comprendre le bidule. Et là, moi, justement, la technologie, c'est pas nécessairement ça. Là, je vais essayer de vous montrer un peu. Je suis très fière de moi, les gens, sachez-le. Alors là, la vidéo que tu m'as envoyée pour me démontrer un peu c'est quoi les phobies ou comment vous allez utiliser la réalité virtuelle, c'est ça, c'est que les gens vont, là, je vais l'avancer un peu parce qu'on peut le faire, c'est que justement, dans la réalité virtuelle, on a un visuel directement d'un animal qui est là, qui vit sa vie, puis on essaie de s'adapter. Là, je le passe un peu parce qu'il y a plusieurs... il y a autant. Ça peut être traumatisant, des chats. Fait que là, on a des animaux ici. Là, il y avait le chat, il y avait le chien. Tu vois, moi, c'est quand j'ai regardé et j'ai vu le gros chien comme ça arriver de proche sur mon laptop, j'ai fait « Oh mon Dieu, OK, mais j'ai peur des chiens. » Tu sais, j'ai un souvenir de quand j'étais jeune, il y avait un chien qui avait attaqué une amie et moi. Puis bon, tu vois, même quand on voit l'image avec le serpent, c'est ça. C'est en voyant ta vidéo qu'il y a des souvenirs qui me sont revenus de « Ah, c'est vrai, Colin, j'ai peur des chiens, tu sais. Puis j'ai peur des serpents. » Puis vers la fin de la vidéo, si je l'avance un peu, il y a des araignées. C'est ça. Il y a quelque chose. Évidemment, c'est des images qui, tu sais, dans les films, on apprend un peu à avoir peur aussi de ces bidules-là, là, on s'entend? De ces animaux-là ou les insectes. Fait que, tu sais, c'est peut-être un peu conditionné. Puis là, je me dis, c'est drôle. Je pense que je fais du déni sur le fait que j'ai peur des gros chiens suite à l'attaque. Mais parlons des phobies. Explique-moi, c'est quoi une phobie comparativement à une peur, peut-être? Puis après ça, on pourra aller dans la réalité virtuelle, voir comment ça marche pour la guérison. Oui. Tu sais, comme tu as dit, là, il y a des affaires que tu dis, j'ai peur, j'aime pas ça.
On a toutes des affaires qu'on n'aime pas, puis ça, c'est normal. Puis quand on est enfant, encore, il y en a encore plus, c'est l'inconnu, les clowns, les médecins, les dentistes. Il y a des affaires qui vont nous faire réagir. Mais les phobies spécifiques, c'est avec l'anxiété sociale, là, c'est parmi les troubles anxieux qu'on a le plus. Le trouble anxieux, là, phobie sociale, puis phobie spécifique, c'est à peu près 12% des gens dans la population qui ont un de ces deux problèmes-là. 12% à un moment donné dans leur vie, pas tout aujourd'hui, là, ça veut dire pas mal de monde, ça. Une personne sur 10, à peu près, il y a quelque chose qu'elle n'aime pas au point où ça nuit au fonctionnement. Quand tu dis 12% en ce moment dans la société, là, c'est que c'est aussi temporaire, les phobies, parce que toi puis moi, on a déjà parlé d'autres troubles anxieux, puis il y avait aussi, c'est temporaire dans le temps. C'est pas parce que tu as une phobie que c'est pour toujours ou que ça a toujours été là. Tu as raison. Fait qu'il ne faut pas s'alarmer, j'ai peur de quelque chose, il y a un problème. Mais on sait que c'est ça, la prévalence à vie. Ça veut dire, à un moment donné dans leur vie, les gens ont ça, puis il y en a pour lesquels ça va passer, puis il y en a pour lesquels ça ne passe pas. Mais l'élément clé, c'est vraiment le fait que ça nuit au fonctionnement. Je te donne une anecdote. J'ai déjà connu une dame qui avait une phobie des araignées. Tu sais, on se dit, bon, les araignées, pas grave. Ben, la madame, elle a vraiment peur des araignées. Fait elle est rentrée de travailler un jour, il y avait une araignée qui était dans la cuisine. Fait qu'elle est montée sur la chaise de même parce qu'elle n'aimait pas ça, puis elle a attendu que son mari arrive. Fait qu'elle a paniqué un peu, puis elle a attendu que son mari arrive. Quand son mari est arrivé comme une demi-heure après, l'araignée, elle est rentrée en dessous du frigidaire, puis elle ne l'a pas vu. Ils ont enlevé le frigo, pas trouvé l'araignée. Mais la madame, le soir, quand elle s'est couchée, elle dit, où l'araignée, dans les murs, quelque part. Un an après, ils vendaient leur maison parce qu'elle n'était plus capable de cette affaire-là. Il y a des gens qui ont peur des araignées ou des serpents, ils n'iront pas dans le sud en voyage parce qu'ils pourraient en avoir. Si ma fille se marie dans le sud, puis moi, je ne vais pas là parce que j'ai peur de prendre l'avion, puis ça nuit, ben là, ça commence à nuire au fonctionnement. Tu sais, je peux avoir peur de prendre l'avion, puis aller quelque part en voiture, mais il y a des places en Europe que tu ne te rends pas si tu ne prends pas l'avion ou le bateau. Tu sais. Fait que on a les peurs des bébites, là, des araignées, des serpents, les coquerelles, les vers de terre. On a les peurs des endroits, par exemple, il y a des gens qui vont avoir peur des hauteurs ou de rester pris. Il y a des gens qui vont avoir peur de vomir. Il y a toutes sortes de peurs comme ça qui sont vraiment circonscrites à une affaire. C'est pour ça qu'on parle de phobie spécifique. Puis, ben, on a toujours le critère, comme tu as dit, il faut que ça nuise au fonctionnement. Moi, si j'aime pas aller magasiner dans le temps des fêtes parce qu'il y a trop de monde, c'est pas une phobie, c'est pas ça quand il y a trop de monde. Tu sais. Mais si je refuse d'aller magasiner tout le temps parce que j'ai peur de rester pris, il faut que mon évitement il soit suffisamment élevé, puis il faut que j'aie peur de quelque chose que les autres personnes n'ont pas peur. Si j'ai peur des lions puis je vis en Afrique, peut-être pas une mauvaise idée. Tu sais. Mais si j'ai peur de quelque chose ici que tout le monde rencontre dans leur quotidien et que ça ne les dérange pas, ben là, on va dire que ça peut nuire, comme la dame qui a vendu sa maison, comme les gens qui refusent des promotions parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion. Ouais. Beaucoup de gens. Donc une phobie, c'est une peur qui nuit. C'est une peur qui va nous amener à même être tellement forte que ça va nous créer de l'évitement de cette peur-là, donc au bout du compte, nuire. Fait qu'il faut que ça nuise pour que ça soit catégorisé comme une phobie. Moi, j'ai peur des serpents ou j'ai peur. Hey, moi, tu sais, pour de vrai, tout le monde l'a déjà vécu, tu es en auto, puis il y a une araignée qui descend. Oh my God, la vie, c'est fini, tu sais. Puis pourtant, c'est minuscule, puis on sait très bien qu'elle va nous manger ou elle va pas prendre le volant, là, pour on va avoir un accident, tu sais. Mais, fait que c'est pas une phobie pour moi parce que je suis capable de prendre l'auto. Puis, c'est ça. C'est juste une peur. C'est ça, c'est une peur, puis tu n'aimes pas ça, puis ça peut être plate ou pas dangereux. Mais, tu sais, les gens qui vont dire qu'ils n'aiment pas ça, mais quand tout d'un coup, ils s'empêchent de faire des choses, au cas où qu'il y ait des araignées, par exemple, ben là, tu sais, t'atteins un autre niveau. Puis, comme je dis, on a ça. Puis, ce qui est intéressant dans les phobies qu'on n'a pas dans les autres troubles d'anxiété, c'est la notion de dégoût. Dans plusieurs phobies, prenons les vers de terre. On s'entend qu'un ver de terre, c'est pas dangereux, mais il y a l'aspect un peu dégoûtant. Même chose des araignées, tu sais, les gens ils ont peur que les petites qui vont rentrer dans leur linge, puis les grosses sont comme des grosses. Quand ça marche comme ça, là, c'est ça. Ça fait exactement le visage que tu fais. Puis tu sais, quand on regardait tantôt le serpent qui marche, là, puis tu as fait cette réaction-là, ben, pour certaines phobies, la notion de dégoût est importante. Il va falloir en tenir compte dans la thérapie aussi.
Mais tu vois, il y a quelque chose qui me vient parce que ça fait 3 fois qu'on se rencontre, fait que j'apprends, veux pas, parce que je t'écoute, tu sais, ça donne que je t'écoute quand tu parles. Et je me souviens quand on a parlé d'anxiété, on avait beaucoup nommé la peur de la sensation physique dans l'anxiété. Là, si on sait que les phobies font partie des troubles paniques, je peux-tu faire un lien entre la peur, la phobie, puis la peur de la sensation de, mettons, avoir l'araignée qui marche sur nous ou de toucher à la Oui. peau du serpent sans que le dégoût, ben, ils doivent venir ensemble, j'imagine, ça vient ensemble. Oui, le dégoût va venir ensemble. On parlera de l'aspect logique de la chose parce que je me dis les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire, ben, c'est donc bien dur avoir peur d'eux, sauf les gens qui en souffrent, qui eux autres comprennent. Mais on nuancera cette nuance-là dans 2 secondes. OK. Mais si je simplifie un peu, si je sursimplifie même, je dirais le trouble panique, c'est une phobie spécifique des sensations que tu as quand tu as peur. Fait que quand tu as la sensation, ça cumule parce que ça s'additionne. Alors que peur des chiens, des chats, ben, tu as peur, mais ça arrête là parce que tu as peur. Il n'y a pas une espèce de boucle où tu as peur fait que tu as plus, tu ressens encore plus ce qui fait que tu as peur. Ce qu'on a dans le trouble panique. Parce que le trouble panique, ils ont peur de faire une crise cardiaque, mettons. Quand le cœur leur débat, ça monte. Puis là, leur cœur leur débat, ben, puis ils ont peur de sentir une crise cardiaque. Puis là, ça tourne. Okay. Alors que ta phobie des chats, des chiens, des hauteurs, des endroits clos, ben, tu n'as pas ce spin-là qui cumule, mais tu as peur quand même. Puis dans tous ces cas-là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu sais, les petites bébites, ça ne mange pas les grosses. Tu sais, pourquoi j'ai peur? Les phobiques, ils vont dire, je le sais que. Il y a des clients qui vont dire, je sais que c'est niaiseux. La plupart des gens vont dire, je sais que je m'en fais pour rien, mais j'ai peur quand même. Tu sais, c'est l'espèce de dichotomie un peu entre la logique et les émotions. Les émotions sont déclenchées parce qu'on a peur. Puis même si on sait que les avions, ça tombe pour les petites bébites, ça ne mange pas les grosses, ben, j'ai peur quand même. Puis là, ça prend toute la place. Puis là, ça m'amène beaucoup de détresse. Et, tristement, beaucoup de gens qui ont des phobies ne consulteront pas. Parce qu'ils vont s'organiser pour passer au travers. Quelqu'un qui a une phobie des souris, là, il s'agit de mettre des trappes puis de rester dans un condo au 16e étage. Il n'y en a plus beaucoup. Je comprends. Fait que les gens vont s'organiser, ils vont se trouver des stratégies, ils ne vont jamais l'été dehors, asseoir sur une table de pique-nique parce qu'il pourrait y avoir une araignée en dessous. Ils n'iront pas dans le vieux Montréal quand il y a bien du monde parce qu'il y a du monde qui prenait des serpents dans le cou. Ça m'est arrivé une fois de voir quelqu'un comme ça, tu sais. Fait que tu peux te mettre à éviter. Ouais. Puis là, ben, c'est parce que ça peut devenir vraiment nuisible. Ouais. Puis dans le traitement, ben, c'est comme tous les troubles anxieux. Tu sais, les troubles anxieux, c'est toujours les mêmes 2 ingrédients de base, là, la perception d'une menace ou du dégoût d'un phobie spécifique, la perception d'une menace, puis l'évitement qui le maintient puis qui fait que ça dure. Ben, si moi j'ai peur des vols en avion, je ne prends pas l'avion. Si j'ai peur des araignées, n'importe quoi, ben, ça peut devenir un problème. Fait que quand on va arriver à l'intervention, ben, c'est un petit peu moins compliqué sur le plan théorique de faire la thérapie parce qu'il y a moins d'affaires. Tu as peur des araignées, ben, ça arrête à peu près là. Les gens vont dire, ben, écoute, je sais d'où j'ai peur ou je ne le sais pas, mais si on explore d'où ça vient, ben, les gens ils vont rester pris avec le problème souvent quand même parce qu'ils disent, ben, je le sais d'où ça vient, mais j'ai encore ma peur. Tu sais, c'est beaucoup l'évitement qui me maintient. Puis, dernier exemple, c'est les gens qui disent, ben, il y a à peu près, dans les causes, parce que tu te mentionnais un petit peu tantôt dans l'introduction des causes, il y a à peu près le tiers des gens qui ont une phobie qui vont avoir vécu quelque chose. Tu as peur des chiens, tu as peur des chiens, ou encore ton grand frère, quand tu étais jeune, il t'a pitché l'araignée dessus parce qu'il trouvait ça drôle, pas une bonne idée à ça. Puis à partir de là, il y a à peu près le tiers qui ont un événement marquant. Il y a à peu près un autre tiers qui n'en ont pas vraiment, mais ils ont soit vu d'autres personnes, leurs parents avaient peur, ou les vols en avion. Je ne suis pas tombé en avion, mais j'en ai vu tomber à la télévision. Je comprends que ça peut arriver. Puis tu as le 3e tiers où, honnêtement, scientifiquement, on n'a aucune idée pourquoi. Quand on gratte, on ne voit pas l'origine de où ça vient. Ils vont dire j'étais comme ça, je peux même trouver une explication, mais ce qu'on voit, c'est que même si on explore, peu importe d'où ça vient, tant que les gens évitent, ben, ça maintient la peur. L'ingrédient clé, quand on parle de thérapie ou d'apprivoiser c'est d'apprivoiser nos peurs, c'est-à-dire de se mettre dans un contexte. On s'en vient lentement vers la virtuelle, mais sans le virtuel, dans la thérapie traditionnelle, depuis les années 80, ce qu'on aide les gens à apprivoiser leur peur. Dans les années 80, ce qui était bien la mode, on appelait ça la désensibilisation systématique. La théorie derrière, que je simplifie, là, c'était, quand tu es calme, tu ne peux pas être nerveux. Fait que si tu es nerveux, on va t'apprendre à te calmer, puis ça devrait se régler.
on disait, tu as peur des araignées, ben, on va prendre une araignée, ou tu as peur des souris, on va prendre une souris. C'est une souris, mettons. Mais... Oui. c'est une souris, mais pas une souris. Oui. Puis on va dire, ben, on va la mettre loin, puis là, on va te faire relaxer. Quand il relaxe, on relaxe, puis là, les gens, ils apprennent à se calmer. Puis là, on prenait une vraie, on prenait l'objet en jouet, après ça, une vraie affaire. L'idée, c'est d'être progressif. Ils ont remarqué dans les années 90 que la partie relaxation ne servait pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui sont bons ou pas bons à se relaxer. L'important, c'est d'avoir ce qui te fait peur, puis progressivement de s'y approcher. On a enlevé des détails, on a simplifié l'intervention. On peut faire de la relaxation, mais c'est surtout le fait d'apprivoiser. Ça me fait penser un peu, puis là, parce que moi, je veux pas, c'est nouveau pour moi tout ça, là. Fait que ça me fait penser un peu quand on a parlé des troubles anxieux, tout court, là, quand on parlait d'anxiété. Tu sais, tu disais parce que moi, je pensais qu'il fallait apprendre à se détendre, tout ça. Ça me fait un peu penser à ça que tu disais, la détente peut devenir un évitement aussi. Ben, c'est ça, c'est bon. Quand tu t'es pas occupé de ton émotion, la détente peut devenir un évitement. Fait que c'est la même chose pour la phobie. Des années 80, le mode de pensée a changé, puis maintenant, on va plus dans la détente, mais on va directement dans la situation, la peur de. C'est ça, tu sais, quand ma blonde a dit « Stéphane, viens m'aider, il y a une araignée, il faut que tu l'écrases », je ne relaxe pas quand je l'écrase. Je prends un Kleenex ou je la ramasse puis je la mets dehors, l'araignée. Ouais. Je ne relaxe pas quand j'ai besoin de faire ça. Tu prends un vol en avion quand on peut. Ben, tu ne relaxes pas tout le long du vol en avion. Tu es dans l'avion, tu dors, tu regardes des affaires, tu lis, tu regardes. Tu sais, tu es standard, tu es normal. Tu sais. Et c'est la même chose qu'on va vouloir faire. C'est correct si la personne doit relaxer, puis c'est ça qui fait qu'elle survit. Mais dans le quotidien, j'aimerais être capable d'affronter les petites débites sans avoir besoin de faire de la relaxation toute la fin de semaine que je suis en camping. Ouais. Fait qu'on va aider les gens à apprivoiser progressivement. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais comme encore là, je me parle, puis je le sais que c'est pas logique, moi, mais ça fait des années de recherche qu'on montre que les émotions arrivent quelques secondes avant la logique là-dedans. Puis les phobies, c'est un bel exemple. Tu as beau te dire que c'est pas dangereux, les émotions, comme on dit en québécois, ils calent les shots. C'est parti, puis là, tu es débordé, puis là, tu as peur, puis fait que les gens vont dire, ben, saisis-toi. Ouais, mais saisis-toi. Non, j'ai peur, là. Puis l'autre personne qui n'a pas peur de ça va peut-être trouver ça drôle, mais peut-être pas de d'autres choses. Fait que le travail qu'on doit faire, c'est progressivement d'apprivoiser nos peurs. OK. Donc là, juste pour que je suive bien ce que j'apprends avec toi, quand on est rendu dans le niveau phobie, c'est que la peur nuit. C'est pas nécessaire non plus qu'on sache d'où ça vient. Puis c'est pas à travers la détente qu'on va y faire face. Là, ce que je comprends, c'est qu'on s'en va dans les différentes approches. Puis là, je comprends que ça a changé là, des années 80 à aujourd'hui. Tu sais, le mot cyberpsychologie, pour moi, c'était vraiment nouveau quand j'ai appris et quand on a appris à se connaître. Puis je me dis, si les approches ont changé depuis les années 80, puis que là, aujourd'hui, il y a la cyberpsychologie qui est utilisée par réalité virtuelle, est-ce qu'il y en a plusieurs techniques qui marchent ou ça tout tend vers ça parce que tu l'as vraiment, tu sais, parce que la réalité virtuelle, tu sais, t'as pas des araignées, tu les as d'en face, là. Je veux dire, ils sont très, très proches. Oui, on va y aller lentement avec ce qu'on va faire. Mais tu as un bon point. En fait, pour les phobies spécifiques, tout tend vers apprivoiser tes peurs. Progressivement, à ton rythme, ce qu'on appelle l'exposition. Tu peux le faire en relaxant, mais si la relaxation devient trop importante, ça mêle les cartes. Souvent, on enlève ça. Okay. Tu peux le faire en parlant, mais il y a toutes sortes de façons de le faire. Mais l'important, c'est de le faire. Fait que ça veut dire qu'en thérapie, les gens pourraient le faire par eux-mêmes, mais c'est plus dur parce qu'il faut que tu trouves une araignée, il faut que tu trouves pour apprivoiser tes peurs. C'est plus facile quand tu as un psy. Mais moi, comme si j'ai un client qui a une phobie des araignées, je peux m'organiser. Ça se trouve dehors, l'hiver, je vais aller au pet shop. J'ai un client qui a une phobie des vaches. Ouais. Pour une vache. Ouais. Ça commence à rentrer moins dans mon bureau de psy. Puis j'ai un client qui a une phobie des serpents, ça me prend une vache, un serpent, une araignée, j'en trouve. Ouais. Fait que déjà, tu as ça. Phobie des vols en avion. Il va falloir prendre l'avion. Ça va coûter le billet d'avion à moi qu'au client. Ça va coûter cher. Puis, ce que je veux, c'est des succès. Fait que quand tu apprivoises tes peurs, tu veux réaliser que ça va bien. Mais si on prend l'avion tout de suite, puis là, il pleut ou il fait pas beau, ou il y a des turbulences, je ne réussirai pas à être progressif avec toi. Ouais. Il y a des affaires où c'est facile. On peut y aller. Les hauteurs, on peut aller dans un endroit où c'est pas menaçant.
Puis on peut apprivoiser nos peurs comme ça se fait. Mais il y a des affaires où on contrôle moins. C'est là qu'il y a l'idée de la réalité virtuelle, qui est toujours la même logique d'apprivoiser tes peurs. Puis on reparlera du pourquoi c'est virtuel, ça ne marche pas, parce que c'est un peu implicite dans ta question, mais tu as des lunettes. Les lunettes, au fond, ben, c'est comme deux écrans de télé avec des lunettes de ski. Là. Puis il y a un petit gugus là-dedans qui, quand tu bouges, ça suit tes déplacements. Fait que ce qui arrive, c'est que ben, tu serais, comme on a vu dans la vidéo tantôt, dans un appartement, puis au bout, à l'autre bout là-bas, là, il y a une araignée sur le comptoir. Ah, c'est ça, c'est progressif, là. Fait que, tu sais, la personne, elle voit ça, puis là, ben, si elle est super nerveuse, elle dit, on va prendre le temps, t'es bonne, on reste ici, puis je vais accompagner la personne dans ce qu'elle vit. Si elle dit, je suis prête à aller plus loin, mais on va dire, tu veux-tu t'approcher? Tu veux-tu rentrer dans la cuisine? Tu veux-tu t'approcher de l'araignée? Tu veux-tu la laisser marcher visuellement, parce qu'elle ne te touchera pas, mais sur ta main? Tu veux-tu y tourner puis y faire dos? Parce que là, elle est en arrière de toi. Là. Fait que, on a plusieurs semaines, plusieurs rencontres de thérapie qui se font un peu partout dans le monde comme ça avec le virtuel, et pas juste ici à Gatineau. Puis la logique, c'est on dose nos affaires, on y va progressivement, mais la beauté du virtuel, c'est que je peux avoir des petites, des moyennes, des grosses. Je peux en avoir dans la salle de bain, je peux en avoir dans le salon, je peux en avoir dehors. Tout ça dans l'aspect pratique de mon bureau. Ouais. Ça, c'est avec ça. Puis là, on parle des phobies spécifiques, mais quelqu'un qui a peur de parler en public, ben, je pourrais avoir une classe virtuelle. Puis moi, comme si je pourrais contrôler les comportements des gens. Puis quand j'appuie, ben, tu as un public qui est fin, qui est moins fin, qui t'appuie, qui te supporte pour gérer ton trac, par exemple. C'est vrai, hein? Bon, ça y est, tu es en train de me créer un nouveau besoin. Mais OK. Puis, ben là, c'est sûr, là, tu sais, des fois, je sais que je suis un petit peu peut-être trop vite à la gâchette, mais c'est-tu long, des thérapies de même? Je sais que tu vas me répondre que ça dépend du monde, là. Je sais bien, mais tu sais, est-ce que la progression, est-ce que le fait d'apprivoiser sa peur dans le visuel, puis d'y aller en douceur, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus efficace pour le moment dans nos découvertes, là? C'est ça. Fait apprivoiser tes peurs, l'exposition, c'est l'ingrédient que tu as besoin. On peut l'enrober comme on veut, dans la vraie vie, en imagination, ou en virtuel. Mais ça va être l'emballage dans lequel on va le mettre pour le faire. On sait que ces formes de thérapie-là, qui reposent sur l'exposition, tu as des taux de succès aux alentours de 80 à 90 Mais 80 à 90 oui, ça va très bien. Ouais. 80 à 90 des gens, après, n'ont plus peur de cette affaire-là. Nous, à la clinique ici, à l'université, ben, on a vu des araignées, j'ai une tarentule au lab. Puis on a une tarentule, puis je te dis, devant un vivarium avec un crayon, es-tu capable de la chatouiller pour qu'elle bouge? Généralement, les phobiques, ils ne veulent pas au début, puis on mesure le taux de succès à oui, ils sont capables de faire sans paniquer. Phobie des hauteurs, ben, on monte en haut d'une échelle de pompier, puis si tu montes 0 marches, ben, ça ne va pas bien. Puis si tu montes 100% des marches, on a des preuves avec des questionnaires, mais des preuves concrètes. Ça marche, 80-90% de taux de succès, en moyenne, de ce bout, tu avais raison, c'est aux alentours à peu près de 7-8 rencontres de ish 1 heure. C'est-à-dire à peu près 1 heure, où on se voit, on va faire beaucoup de l'exposition, on va donner quelques devoirs à faire entre les rencontres. Ce n'est pas une recette standard pour tout le monde, mais ça donne une idée. Si tu t'en vas en Afrique demain, et tu ne reviendras pas, ou en tout cas pas avant longtemps, puis il faut que tu partes la semaine prochaine ou demain, les 8 heures vont être dans la même journée. Fait que tu ne vas pas m'aimer. Ouais. Tandis que si tu viens 8 semaines, 1 mois, 3 mois avant, ben on va avoir le temps de doser ça d'une rencontre à l'autre. Fait que ça peut être plus rapide comme plus long, mais il y a des études où ça se fait sur une journée. C'est juste que c'est une journée un peu tard. Puis, le bout qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas de... Ça ne change pas. Hein? Ça ne change pas de symptômes. Avant ça, il appelait ça la substitution de symptômes. C'est-à-dire, tu mets un plaster, ça va ressortir ailleurs. Bien, on sait que 15 ans puis 20 ans de follow-up après la thérapie ou 10 semaines d'1 heure, là, ben, les gens n'ont pas plus peur puis sont encore capables de taquiner la tarentule avec un crayon. Donc, ça fonctionne bien. Ouais. À long terme, c'est pas 100%. Fait qu'il n'y a pas de thérapie parfaite à 100% pour tout le monde dans tous les cas. Là. Fait il y a des gens qui ont des besoins un petit peu différents. Des fois, il faut s'adapter. Ouais. Puis, le virtuel, tu as les mêmes taux d'efficacité. Ça fait une dizaine d'années que les recherches de partout dans le monde, au Québec, ben à Gatineau, à Montréal, pour ce qu'on parle essentiellement puis un peu à l'Université Laval à Québec, pour le Québec, mais ailleurs aux États-Unis, partout dans le monde, en Europe, en Australie, on a tous les mêmes taux pour dire que ça fonctionne bien, ça fonctionne à long terme. Fait que ça, c'est rassurant.
Ça amène aux questions que je vois dans le coin de ton sourire, là, ici. Arrête donc. C'est comment ça se fait que ça marche chez virtuel? C'est pas vrai. Ben, honnêtement, j'ai eu le feeling quand j'ai vu, parce que je l'ai mis sur mon écran de laptop, j'ai vu le gros chien arriver, j'ai fait, oh, ben là, j'ai pas des chiens. Puis après ça, j'ai comme, ben voyons, franchement, c'est un bonhomme. Tu sais, je me suis jugée d'avoir eu un, ah, c'est vrai, j'aime pas ce gros chien. Fait que oui, comment ça se fait que le virtuel, ça marche? Tu sais, je comprends la progression, là. Tu sais, l'araignée est plus loin, elle approche. Gna, gna. Ça, je le comprends. Mais quand tu l'essayes, tu sais, d'aller en hauteur dans l'escalier, tu le vis, tu le ressens, tu as ta sensation. Tandis que dans le virtuel, c'est sûr qu'on se demande un peu, tu sais, vraiment, on va avoir peur du bonhomme? Ouais. Puis, tu sais, c'est un peu bizarre, mais quand le bonhomme, le chien, il te suit quand tu t'en vas, tu sais, ça monte, ça augmente la dose un peu, puis quand tu bouges, il réagit à tes mouvements. Fait que tu as la notion d'interaction qui est une coche au-dessus de la télé. Parce que la télé, le chien, il est là, mais tu sais, si tu recules ou ça ne change pas. Tandis qu'en virtuel, si tu te déplaces, comme tu avances, tu recules. Ouais. Ben, fait que ce que ça fait, puis en plus, tu vois, là, quand je te regarde, j'ai toute la pièce autour de moi. En virtuel, si j'ai les lunettes d'en face, ben, je vois juste ce qui est dans les lunettes. Fait que là, j'ai plus rien que ça à voir. Ça suit mes déplacements. C'est ça. Puis, si j'ai peur, je vais m'approcher, puis l'araignée va s'en venir vers moi progressivement en route du psy. Là, mais... Fait que la logique, c'est que ça revient à cette rapidité de réaction des émotions. On disait, si je fais un bruit, je claque des mains. Les émotions, la partie qui gère les émotions réagit à peu près en 7, 8, mettons 10 millisecondes. La logique arrive 5-6 millisecondes après. Fait que, si tu as peur des araignées, tu en vois une à la télévision, les gens ils changent de poste. Imagine, ça s'approche de toi, c'est encore plus. Fait que le fait que tu as l'interaction, tu vois juste ça, et que tu as peur de cette chose-là, va faire que ben, la logique, elle arrive après, puis elle n'a plus le contrôle parce que les émotions sont déjà parties. Il y avait un reportage une fois à Découverte, c'était fascinant. C'était sur la phobie des araignées. Puis le monsieur qui était venu pour passer à la clinique, ben, il n'y a pas des araignées. On fait la thérapie, ça va bien. Mais il avait invité le monsieur de l'insectarium de Montréal. Il a pris sa retraite il y a une couple d'années. Là. Puis lui, il regardait ça, puis il disait, oh, mais sur l'araignée, il a dit ça de même. Mais, il disait, pas belle, elle ne marche pas exactement de la même façon d'une vraie araignée. Ah, mais le client, lui, là, il voit ça avec ses émotions. Puis il se dit, ben, moi, c'est trop vite, c'est comme j'ai peur déjà. Fait que quand tu regardes un environnement virtuel ou un film ou la télé avec tes yeux de non-phobique, ben, tu vois du possible. Quand tu regardes avec tes yeux de phobique, les émotions viennent teinter la game. Là, ils prennent la place. C'est ce qui fait que cette espèce de magie-là, ça permet de berner le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau a l'impression, il achète l'image puis l'interaction comme si c'était vrai, puis il réagit comme si c'était vrai. Et l'apprentissage émotionnel qu'on fait, parce que c'est une expérience humaine, thérapeutique, où il y a des émotions, ben à la conclusion de ça, les émotions, le centre des émotions apprend que, OK, c'est pas si dangereux, je suis capable d'y faire face, je suis bonne, ben maintenant je peux passer à l'action puis le faire pour de vrai sans avoir les émotions. C'est vrai que c'est virtuel, mais il faut penser en cerveau de quelqu'un qui a peur de ça pour comprendre que pour cette personne-là, c'est efficace. Puis pour les autres, ben, ils vont dire, écoute, ils vont commenter toutes les petites faiblesses qui manquent sur le plan technologique. Ben oui, c'est ça, j'imagine. Là. Mais tu vois, je suis capable un peu de me mettre à la place de quelqu'un. C'est sûr qu'il a peur, donc l'émotion arrive avant. Ça, je trouve ça vraiment intéressant que tu dises ça, que c'est une réflexion que un jour on poussera peut-être plus loin, mais que l'émotion arrive avant la logique. Il y a quelque chose d'important là-dedans aussi, dans la conscience de ce qu'on vit. Là. En général, je parle pas juste d'un phobie aussi. Mais mettons que je me mets à la place de quelqu'un qui a une phobie, de savoir que mon émotion arrive avant ma logique, que je l'ai vraiment proche, mais que le psychologue peut prévoir le coup que si je me tourne, mettons, j'ai peur des chiens, le chien peut arriver par en arrière, il peut arriver par l'autre côté, ou c'est quand même le psychologue qui va comme un peu créer la situation. Fait que ça va arriver de tout bord, de tout côté. Ça peut être le son, ça peut être la vue plus proche, plus loin. Fait que j'imagine que tout ça combiné ensemble, c'est une construction. C'est pour ça que ça prend plusieurs rencontres. Là. Oui, puis ça va toujours se faire au rythme de la personne. Là où la psychologue, il ne fera pas arriver l'animal ou la situation tout d'un coup pour faire un saut à quelqu'un, sauf si c'est ça que ça prend et la personne est d'accord. C'est vraiment dans le respect de ce que la personne va vivre parce que
je vais induire un inconfort. Hey, mais c'est ça ma question là, qui me pop. Est-ce que les gens à qui tu vas proposer, mettons, de faire une cyberpsychothérapie, appelle ça comme tu voudras, est-ce qu'ils disent oh non, non, j'ai trop peur d'avoir peur? Parce que on dirait que c'est ça mon premier réflexe. Ben, beaucoup, c'est que ce qu'il va faire, on voit que les gens sont souvent plus motivés à essayer d'apprivoiser ou d'affronter leur peur avec les virtuels parce qu'ils se disent que ça va être moins pire. Puis moi, ça me permet de jauger ce que je vais leur faire vivre, moi comme n'importe qui l'utiliserait. Ça me permet de faire jauger puis de gager, comme on dirait en bon québécois, ce qu'on va faire vivre. Il ne faut pas que ça aille trop vite, que ça soit un succès, que la conclusion soit bonne. Mais quelqu'un qui a super peur, ben, ça va être mon travail de professionnel d'adapter ça. La science, ça nous dit qu'il faut apprivoiser nos peurs. L'art de la psychothérapie, c'est d'appliquer ça, cette science-là avec art. Puis c'est de dire, ben, là, il y a une façon de le faire, madame n'est pas prête, madame elle a ci, elle a tel enjeu, il y a quelque chose qui va la chercher là-dedans. Là, on va toujours s'adapter à ce que les gens vivent. Mais on va savoir que notre cible qui va faire qu'on va avoir un gros changement, ça va être le fait qu'on apprivoise nos peurs, que ce soit virtuel ou dans la vraie vie, in vivo, là, concrètement, c'est pas grave. Puis comme tu as dit, ça révèle aussi beaucoup comment le cerveau fonctionne. Tu sais, on fait un paquet d'affaires sur le pilote automatique. Là, tu rentres chez vous, là, puis tu échappes tes clés. Ouais. Tu vas probablement ramasser tes clés avant de te rendre compte que tu les as échappées. C'est un peu spécial, là, mais moi, je rentre, puis j'échappe mes clés. Quand je les attrape, je me dis, hey, j'étais bon. Tu sais. Puis quand je les attrape pas, je dis, hey, j'étais pas, je les sont dans la boîte ou dans quelque chose. Mais tu t'es pas dit, ah, mon Dieu, mes clés tombent, je devrais les ramasser. Il y a une espèce de boucle automatique qui a réagi pour ramasser tes clés, pour pas qu'ils tombent à terre dans le gadou. Fait il y a un paquet d'affaires où on travaille sur des scripts, des programmes un peu qu'on a développés dans notre vie, d'où on arrive, ce qu'on a vécu, qui fait qu'on a des réactions qui sont plus autonomes, qu'on met en place rapidement. Puis la conscience, elle arrive quelques secondes, quelques millisecondes après pour gérer ça. Pour dire, ah, t'as bien fait ça, t'as pas fait ça correctement, ou dans des contextes sociaux où c'est compliqué les interactions, ben là, on va être plus conscient de tout ça. Il y a des parties du cerveau qui ont chacun leur tâche. Puis celle des émotions, ben, justement, arrive tellement rapidement qu'on peut se retrouver pris tout d'un coup avec une émotion, puis ça nous demande d'où ça vient. Mais si on évite, ben, on peut tomber dans un piège qui maintient. Je sortirais peut-être un peu du cadre là parce que j'ai une question qui me pop par rapport à ça. Tu me diras si j'exagère, mais mettons là, l'être humain, là, comment qu'on marche, OK? C'est quoi la. Déjà là, je me rends compte, ça se peut pas, qu'est-ce que je te demande? Mettons, les émotions, c'est la première affaire qui réagit. Ça se peut-tu? Oui. OK, attends, là, déjà ça. Bon, fait que là, mettons, je vis ma vie, blablabla. Bla, bla, bla. Là, il va se passer n'importe quelle situation, que ça soit je dois prendre l'avion ou je croise un animal qui me fait peur ou je croise quelqu'un qui a de la peine, mettons. En premier lieu, c'est l'émotion qui arrive. C'est ma première. Chez les humains, la première réaction, c'est une émotion, peu importe, c'est quoi qui se passe? Ben, pas nécessairement, mais le chemin, oui. C'est-à-dire que le chemin, ça va partir de tes sens, les yeux, le toucher, l'audition. Puis tout va transiter par une espèce d'échangeur turco des émotions. Il y a comme un noyau où ça passe là, des sens, pardon. Sauf l'olfaction. Le nez, ça passe direct. Puis ça va s'emmener, puis ça va aussi passer par le centre des émotions. Maintenant, moi, si je vois un post-it, puis je n'ai pas d'émotion associée au post-it, il n'y aura pas d'émotion. Tu sais. Fait que c'est quand l'information passe, si elle est associée avec quelque chose, un mauvais souvenir, une bonne nouvelle, quelque chose de déprimant ou quelque chose de menaçant pour l'anxiété, bien là, il va y avoir une réaction qui va partir, puis qui va recruter une partie du cerveau qui est là pour te protéger. Fait que là, tu vas avoir la réaction de stress qu'on a. Puis en même temps, en parallèle, tu vas donner du sens à ce qui se passe, puis tu vas dire, je m'en fais trop, je m'en fais pas. Puis si c'est une émotion adaptative, ben, tu vas reprendre le contrôle, tu vas la gérer, peu importe. Si c'est une émotion qui est trop intense, ça se peut que là, tu ne prennes pas le contrôle. Mais les comportements que tu vas prendre par la suite, les habitudes que tu vas mettre en place, vont faire que, comme humoriste, si tu dis, bon, ben moi, je suis stressé, puis je passe par-dessus, à un moment donné, tu ne seras plus stressé. Dans un spectacle, dans un contexte ou un autre. Fait que, il y a beaucoup, au fond, une interaction constante entre ce qu'on se dit, ce qu'on fait, qui on est, qui on va devenir, notre biologie, puis nos émotions. C'est tout ça tourne ensemble, mais ça se construit.
OK, OK. Là, oui, c'est beaucoup, mais puis là, j'ai deux choses qui me viennent. Là. J'ai peur d'oublier la première, mais je vais prendre la deuxième, elle est plus petite. Là. T'as la première, juste pour pas qu'on oublie, ça va être comment on reçoit les situations puis qu'on les passe dans le filtre de l'émotion. Là, on y reviendra parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais comment on. Oh merde, je suis en train de le perdre. C'est parce que, mettons, tu disais, mettons, je suis stressée en tant qu'humoriste, je m'en vais sur la scène, puis je me dis, passe par-dessus. Ça me fait penser à la phrase fake it until you make it. Tu sais, souvent, mettons, moi, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. J'étais super nerveuse devant des gens, mais je me disais, si je fais semblant que ça me dérange pas, ça paraîtra pas, puis ça me dérangera pas. Mais tu sais, je me jouais la comédie bien raide, là. J'étais pas bien quand même, mais j'arrivais à être dans le contrôle, à faire semblant que. Donc, puis un jour, j'ai fini par plus l'avoir, le trac. Ben, c'est ça, parce que tu sais, tu donnais des trucs qui, au début, on pourrait dire que c'est de l'évitement, mais ça ne me dérange pas, qui était fake it, mais fais-le, mais tu l'as fait. Ouais. Mais en le faisant, tu t'es probablement quelque part aussi donné la chance de pleinement vivre l'expérience que tu faisais. Tu sais, si tu le fais, puis tes yeux fermés, puis tu ne vois pas ton auditoire, puis tu les entends pas, tu ne vas pas processer, tu ne vas pas digérer la situation émotionnellement parce que tu ne la vois pas. Mais du coup, tu as fait, puis là, tu réalises, ah, ben, crime, ça a été pas si pire, ou ça a été mal, puis j'ai réussi à récupérer la situation. Ouais. Tout d'un coup, tu la vois sans lunettes roses. Tu sais, les lunettes roses, c'est une bonne façon de commencer, mais tout d'un coup, il faut que tu enlèves tes lunettes pour dire qu'est-ce qui se passe vraiment, puis qu'est-ce que je vis vraiment. Puis si je suis mal à l'aise, c'est correct. Ça fait partie de la vie. Mais quand on est rendu là, on connecte là-dessus. Puis la conclusion, dans le cas de l'anxiété, c'est c'est pas si dangereux que ça. Donc, je suis capable d'y faire face, donc ma confiance augmente, donc mes gardes baissent, donc j'ai moins besoin de ces trucs-là. À un moment donné, tu te dis, ben, ça fait un an que j'ai pas dit ça, puis j'ai pas fait ça, puis je continue de faire mes affaires. Ben, c'est ça. Dans une autre rencontre qu'on avait eue ensemble, je t'avais posé la question comment faire pour laisser l'émotion être là. Tu sais, j'essayais de comprendre, puis tu as utilisé une métaphore avec la nourriture, parce tu me disais que tu aimais cuisiner, puis tu aimais ça. Puis tu m'as dit, c'est comme y goûter. C'est comme prendre le temps de goûter à l'émotion. Donc là, si je comprends bien, le truc de la lunette rose, c'est un peu pour donner une illusion de sécurité, mais quand même qui donne un renforcement pour affronter au lieu d'éviter, même s'il y a une partie d'évitement de ce qu'on ressent, pour au fur et à mesure être capable d'y goûter petit morceau par petit morceau. Tellement bien dit, c'est parfait. Yeah, j'ai compris! OK. Bon, mais ça s'en vient, tout le monde. C'est bon. Yes, OK. Puis, je vais revenir au premier point. Puis, aide-moi à reformuler parce que c'est un peu loin déjà. Tu sais, tantôt, tu disais, parce que je posais la question à savoir si l'émotion arrive en premier, si peu importe les situations, c'est l'émotion qui va comme répondre. Là, de ce que j'ai compris, de ce que je me souviens, c'est que tu as dit qu'on va rattacher, dis-moi si je me trompe, qu'on va vivre quelque chose, que ça va passer par nos sens, à l'exception de l'odorat, parce que ça va direct, mais on va vivre des choses, on va voir des choses, on va ressentir quelque chose, on va l'entendre, on va, tu sais, toucher ou bon. Puis on va l'associer à quelque chose, mais est-ce qu'on l'associe donc à un souvenir qui provoque l'émotion? Ben, t'associes à. C'est comme si le centre des émotions, là, qu'on appelle l'amygdale, pas ce qu'on se fait enlever quand on est malade, mais au centre des émotions, le noyau amygdalien, l'amygdale, mais le centre des émotions. OK. Ben, cette partie-là, elle check l'information qui passe dans le fil de nouvelles, dans les stimuli qui rentrent. C'est comme si tu regardes le fil de nouvelles, puis elle dit ça, c'est pas important, ça, c'est pas important, ça, c'est pas important. Fait que si je suis en train de prendre un crayon, puis c'est pas un cadeau extraordinaire que j'ai eu, ben, il n'est pas associé à une émotion, puis je vais faire mes choses. Mais si c'est un bon souvenir de quelque chose que j'ai vécu, ben, le centre des émotions va dire hey, ça c'est fun, hein? Fait qu'on va envoyer une couple de petites hormones positives. Mais si c'est menaçant, ben là, ça va allumer l'alarme, on va envoyer les pompiers. Là, il faut se protéger. Si à l'inverse, c'est déprimant, ben, on va peut-être plus tomber plus down et exprimer notre tristesse par nos émotions, par nos comportements aux autres autour de nous. Fait qu'il n'y a pas toujours des émotions, il n'y a pas toujours obligé d'en avoir. Non. Et le filtre, il passe, puis l'information arrive. Puis si ça ne se passe pas trop vite, ben, la logique a le temps de prendre le contrôle et de gérer tout ça. Mais si c'est très intense ou si c'est très, très associé au danger, il y a une explosion qui expose autour de nous présentement, tu ne vas pas réfléchir. Tu vas te tasser en premier, puis tu vas réfléchir après. Ouais.
parle de quelques millisecondes, mais l'idée de rester en vie, de se protéger, va être priorisée. Je crois, ben oui, assurément. Mais là, il y a une autre question qui me pop, puis c'est on va associer quelque chose à une émotion. Donc, dis-moi si je me trompe, mais ça reflète toujours quelque chose du passé. Oui. Dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire que, quand sur les vols en avion, c'est peut-être pas un passé que j'ai vécu, mais si tu vois les avions tomber, tu peux comprendre que ça tombe, cette affaire-là. Si tu n'en vois jamais tomber, mais tu comprends que c'est gros et pesant, tu peux te dire comment ça se fait que ça vole. D'abord comme de l'autre, ça va arriver à. Mais ce qui est différent de dire j'ai été traumatisé par. Il y a un million de chemins, de parcours de vie, de trajectoires qui vont nous amener à se donner des associations, des liens, des représentations qui sont anodines ou non. Puis tout d'un coup arrive un événement de vie, ben, ça tombe sur du solide, ça vient valider cette croyance-là ou la bouleverser, peu importe. Fait que, oui, mais les clients, les gens, ils n'arrivent pas à 42 ans, nés hier. T'sais, on a tous un vécu, un passé qui se cumule, mais qui n'est pas tout traumatique. Puis il y a bien du monde qui vit des affaires traumatisantes qui ne seront pas traumatisés à long terme. Fait qu'il ne faut pas faire l'équation, mais il faut comprendre que ben, la personne qui a des attaques de panique, puis parce que je me rappelle quelque chose que tu me racontais à un moment donné, quand dans la famille il arrive des affaires, ben, tout d'un coup, ça te dit ben, peut-être que si ma mère a vécu quelque chose, ben, moi, je suis plus fragile à ça. Je ressens la même sensation que ma mère a eue. Ben, peut-être, disons qu'elle s'est mal tourné ce qu'elle a vécu. Ben, c'est un peu logique que tu dis 2 plus 2, ça fait 4, mais en fait, 2 plus 2, ça fait 1000 pour moi. Là, tu as un effet boule de neige qui est multiplicateur. Fait que ça ne tombe jamais de nulle part. Mais il y a des gens qui vont vivre des événements traumatogènes et qui ne seront pas traumatisés avec. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, puis d'où on arrive, comment on est fait. Puis ça, là, est-ce que ça dépend de la sensibilité? Est-ce que c'est qu'il y a plein de facteurs? Tu sais, personne ne réagit de la même façon pour rien, là. C'est la beauté, c'est la beauté des êtres humains, c'est qu'on est différents de l'extérieur, de l'intérieur. On n'est pas tous fait pareil sur le plan des micro-parties du cerveau. Puis, on ne vit pas toutes les mêmes affaires de la même façon. Fait qu'il y a des gens qui vont dire ouais, c'est correct, moi, ça ne me touche pas. D'autres, ça les touche. D'autres, c'est une catastrophe. Fait que ça peut originer d'un paquet de choses, un paquet d'histoires de vie, un paquet de phénomènes. Puis, il y a beaucoup ce qu'on fait avec pour que ça prenne une tournure ou un angle différent. Pour l'anxiété, quand on se met à éviter, ben là, on ne donne pas la chance à tout notre être d'apprendre, pas juste par la logique ni par les tripes, que c'est pas dangereux, puis de passer par-dessus. C'est pas niaiseux d'éviter, c'est logique parce que tu as peur. Mais il y a un piège qui fait que l'autre à côté regarde ça et dit ben voyons. Non, ça dépend si tu te mets dans l'angle comme moi, je l'ai vécu et ça s'explique. Mais oui, tu as raison, on est tous différents, puis c'est ce qui fait c'est riche de rencontrer des gens. Parce qu'il y a des différences qu'on apprend. Oui, c'est ça, mais ça dépend comment tu perçois la différence. Oui. Parce que je trouve que, tu sais, moi, j'ai un numéro d'humour où je commence en disant, moi, vous allez voir les gens, je suis une fille bien simple dans la vie, j'ai pas de don particulier, mais il y a une chose dans laquelle je suis super bonne, je juge les gens. Bon, puis c'est un numéro où je me permets d'aller montrer où je juge les gens. Puis ça, c'est un numéro isolé, mais dans mon spectacle au complet, on se rend compte que je me juge beaucoup moi-même. Mais tu vois, plus je découvre à travers la psychologie, la thérapie, les rencontres que je fais, puis ça fait très longtemps que je consulte. Moi, j'aime beaucoup aller au fond des choses. C'est fou comment le jugement, c'est une grande marque d'ignorance. Tu sais, notre autre rencontre qu'on a faite il y a quelques semaines, c'était quoi la dernière? C'était sur les TOC. Puis en fin de rencontre, j'ai comme vraiment pris conscience, c'est fou comment je le vois par où je passe, par mon manque de connaissances quand je juge le monde. C'est quand même assez fascinant de voir qu'on est vraiment tous différents puis que c'est vraiment juste niaiseux qu'on juge. Tu sais, moi, je voulais parler du fait que je me jugeais moi-même, fait que je montrais que je le faisais à tout le monde, que je le fais à moi-même pour essayer de désamorcer. Puis là, j'y allais dans l'angle de la théorie du miroir pour essayer de comprendre ce
parce que moi, ça me fascine tout ça, là. Fait que, tu sais, c'était comme ça que je m'en servais, là. Je le découpe, mon numéro, pour m'en servir dans des émissions de télé parce que on a un temps limité, là, tu sais. Je peux pas faire un show télé à faire 1 heure et demie de seul quand il y a 5 invités, tu comprends? Mais l'espèce de jugement qu'on a, ça a juste quasiment pas de bon sens qu'on en aille, vu qu'il y a vraiment personne de pareil. Ben, il n'y a personne de pareil, mais des fois, ça peut être simple de diviser la vie en deux, eux et nous. Les gens qui sont pareils, pas pareils, sur des critères, Puis, tu sais, l'être humain, c'est une petite bébite sociale, mais souvent, on se fait des regroupements. Il y a comme quelques millions d'années, on se faisait des tribus, puis on n'aimait pas l'autre gang de l'autre tribu. Mais nos deux tribus ensemble, on haïssait plus l'autre gang de l'autre bord du lac. Fait que, tu sais, la façon d'interpréter les relations sociales peut venir d'un paquet d'origines. Mais c'est sûr que quand on a des a priori sur les gens, ben, des fois, on peut se tromper. Et souvent, on va se tromper. Ouais. Puis si on se trompe parce que je pense que quelqu'un mesure 6 pieds puis mesure 6 pieds 2, c'est peut-être un détail, mais si on se trompe sur des valeurs humaines, ben là, c'est plus triste parce qu'on commence peut-être à avoir des biais sociaux, etc. Mais ça nous amène dans tout un autre game. Mais c'est la société, tu sais, des fois, pas de rencontres, mais dans le blog comme on a là ensemble, ben, l'idée, c'est justement de montrer qu'il y a d'autres façons de voir, que les gens qui sont pris dans des problèmes d'anxiété, dans mon cas, c'est pas fou, c'est comme juste une logique qui s'imbrique, puis tout d'un coup, ben, ça se referme, puis là, la personne est poignée dans ça. C'est pas con, ça n'arrive pas de nulle part, ça s'explique, puis ça se déculpabilise, puis ça ouvre des voies pour s'en sortir. Il y a d'autres psychologues qui travaillent dans d'autres problématiques, qui c'est la même chose. C'est comme tu fais en présentant des façons de voir, des points de vue, qu'on réalise qu'il y a d'autres façons de comprendre les gens, puis qu'il y a bien du monde qui ont besoin de notre aide, ou en tout cas que ça fait du bien quand ils ne sont pas jugés. Oui, mais exact. Mais tu vois, je me dis, un jugement, c'est un manque de connaissances, puis ça doit venir avec une peur comme cachée en dessous du manque de connaissances, là. Ça se peut-tu? Oui, ou en tout cas, ça s'accompagne d'un manque de connaissances. Je peux être super intelligent, super cultivé, super intellectuel, puis juger le monde quand même. Parce que j'ai plein de connaissances théoriques, mais si les filles qui sont blondes, j'ai un stéréotype là-dessus parce que on est ensemble. Ça n'a pas rapport avec mon éducation, là, puis moi, je mets peut-être un jugement qui est déplacé et qui n'est pas pertinent. Oui, je comprends. Fait que, tu sais, par rapport à l'anxiété, par rapport aux gens qui évitent, les gens qui ne font pas des choses, ça peut être facile de dire, ben, c'est donc niaiseux, tu ne mérites pas de réagir de même, alors que la personne qui, elle, en souffre, ne le voit pas sous le même angle. C'est là qu'il faut être capable de se mettre dans la tête de l'autre, comme d'autres problématiques de santé mentale. Une fois qu'on les comprend, c'est pas pareil. Puis si en plus, on est peut-être naturellement empathique, ben ça aide aussi, tu sais. Oui, bien, tu vois, j'ai l'impression que tout va ensemble parce que souvent, quand on ne connaît pas les phobies ou, tu sais, moi, mettons, comme je te dis, être en auto, qu'il y a une araignée qui descend, je hurle, tu sais, ça m'est arrivé, puis comme mon ami dans l'auto était comme, tu me niaises-tu? Tu sais, puis je me sentais fou juger en même temps. J'avais même pas le temps de m'occuper de son jugement, là. J'étais dans panique totale. Puis, tu sais, mais je comprends que ça, c'est des anecdotes comiques, c'est anodin, mais que quelqu'un soit habité par une phobie, puis que là, tu m'expliques un peu ce que la personne vit, ce que ça peut l'empêcher de faire, parce que je trouve qu'une phobie, c'est un peu emprisonnant, veux pas, tu sais, l'évitement, c'est que tu te permets pas d'être toi-même, tu te permets pas d'être libre pour faire ce que tu as envie de faire, te sentir en sécurité quand il n'y a pas vraiment de danger, c'est pas parce qu'il y a une araignée dans la pièce que tu es en danger, là, tu sais, mais si toi, tu le vois comme ça, je trouve ça très limitant, tu sais, puis je veux pas, ça m'amène à avoir de l'empathie envers ces gens-là, parce que je me dis, oh mon Dieu, je voudrais pas vivre comme ça, tu sais. Et je trouve que, là, je comprends que je saisis pas encore c'est quoi toute la notion d'un jugement, là. Parce que pour moi, un jugement, c'est un manque de connaissance avec une peur. Mais là, je comprends que c'est pas encore très, très clair dans ma compréhension. Mais je vois aussi que je vais regarder les gens différemment quand quelqu'un va me dire j'ai une phobie de ça. Puis parce que ça, on n'en a pas parlé, on peut peut-être prendre quelques temps. Il y a des phobies sur tout, là. Oui. Tu sais, tu as des phobies. Moi, j'ai eu des clients qui avaient peur du vent. C'est vrai? Ben, tu sais, puis les gens qui ont peur du vent, c'est quand Attends, beaucoup. je veux pas juger, mais en même temps, c'est ça qui arrive. Tu vois, j'ai jugé. Colin, j'essaie d'apprendre à pas le faire, puis tu sais, mais
Christy, le vent, je veux dire, t'es faite, là. T'es faite. Ben, ils vendent beaucoup tout le temps. C'est rare qu'il y a zéro vent. À zéro, zéro vent, là, c'est rare. C'est rare. Il n'y a pas toujours des tornades, là, mais c'est sûr que quand il pleut, quand il y a des orages, quand il y a des tornades, ben, ça augmente le niveau d'anxiété. Nous, à Gatineau, où je demeure, à 1 kilomètre à côté de chez nous, il y a une tornade qui est passée il y a quelques années, puis qui a comme ramassé la moitié du quartier. Puis quelques années avant, c'est à 5-10 kilomètres. Ça existe des tornades, par exemple. Ça arrive. On ne recommande pas ça à personne, mais ça arrive. Fait que, mais tu sais, les gens qui ont peur du vent, il y a des gens qui ont peur d'être happés, emportés par le vent, parce qu'ils ont peur qu'ils vendent beaucoup, ou d'autres ont peur que des choses leur tombent dessus. Quand ils vendent, parce que les forêts, les arbres. Tu sais, on a parlé des serpents, des bébites, mais j'ai des gens qui ont peur de vomir. Fait qu'ils ne vont pas manger de la crème de champignons parce qu'il y a des motons, par exemple, qui ont peur que ça leur donne mal au cœur. Je pense à une fille qui nous avait été référée il y a plusieurs années par une clinique d'anorexie. Puis il disait, ben, elle ne mange pas, elle perd du poids, elle doit être anorexique. La fille a dit non, elle dit, moi, j'aime pas mon poids. Elle dit, je veux prendre du poids. Ce qui n'est pas un discours typique de quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire. Ouais. Elle dit, moi, quand je mange, j'ai peur du, tu sais, le dégoût qu'on parlait, puis de vomir. Souvent, les gens qui ont une phobie de vomir n'ont pas vomi depuis des années, pas depuis ce qu'ils se rappellent. Fait que tu as ça, tu as les hauteurs. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans les gratte-ciels, de traverser des ponts. Phobie des vols en avion, ça peut être super handicapant. Les piqûres, les injections, les accidents, les gens ne voudront pas avoir des vaccins de peur d'avoir l'aiguille qui perce dans la peau parce que pour eux, ça, c'est menaçant. Il y a toutes sortes de c'est ça, c'est que ça passe. Ça peut être très petit comme ça peut être vraiment plus gros. Oui, puis c'est toujours, on tombe dans le piège de l'évitement qui s'explique, qui n'est pas fou, mais qui amène quelque part où tout d'un coup, tu te dis, waouh, là, c'est. Mais on n'est pas, à date, les données suggèrent que depuis une cinquantaine d'années que le monde se pose la question, on n'est pas phobique de tout. Je n'ai pas vu beaucoup de clients phobiques des pissenlits. OK. Non, mais ça n'arrive pas souvent. Phobie des nuages, pas beaucoup. Mais le vent? Le vent, mais le vent, il peut te faire quelque chose. Puis il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Tu sais, derrière les phobies, là, il y a ce qu'on ne comprend pas. Il y a l'inconnu. Il y a ce qui n'est pas prévisible. Fait qu'il y a ces ingrédients-là qui vont faire que les pâquerettes, c'est pas rare que tu aies quelqu'un qui a une phobie spécifique des pissenlits ou des fleurs. Ou les roses, mettons, ça piquerait. Là. Les abeilles, on en a plein. Mais c'est pas des phobies. Les gens n'ont pas toutes les phobies de tout, mais il y a des choses pour lesquelles c'est beaucoup plus rare d'avoir des phobies parce que c'est des choses dans lesquelles, dans notre développement, quand tu es un petit bébé, puis tu marches, puis tu grandis, tout au long de notre développement, tu vois ces affaires-là, puis tu es confronté à ça. Du gazon, il y en a tout le temps. Fait qu'à moins de se mettre à ne pas marcher dans le gazon, à un moment donné, le gazon devient anodin. Alors que les araignées, si tu restes à Montréal versus si tu restes en Afrique, c'est pas la même réalité. Ouais. Les gens qui restent en Indonésie ou au Nicaragua, des tarentules, il y en a plein. Là. Fait qu'ils ont plus peur de la neige, eux autres. Ouais. Ah, mais c'est fou pareil. On dirait que, tu sais, là, je me rends compte, puis je me sens un peu limitée, là, mais je pouvais comme avoir une idée de base des peurs des gens ou des possibles phobies. Là, je me rends compte que n'importe quoi peut devenir une phobie quand c'est un trouble, tu sais, quand ça va te limiter puis ça t'empêche de faire des choses. Je suis contente de savoir que c'est quelque chose qui s'apprivoise puis qui se guérit. On peut-tu dire guérir? Ça va toujours être... Oui. Il y a des gens qui vont rester avec des prédispositions ou des affaires qu'ils n'aiment pas, mais je te dirais, ça se traite, ça se guérit. Puis il y a des gens qui vont le faire tout seuls. Tu sais, la phobie des étrangers ou des dentistes chez les enfants, ils ne vont pas tous en thérapie pour ça. La plupart, ça passe parce qu'ils n'évitent pas, la vie fait que. Il faut qu'ils passent, puis à un moment donné, ça se replace. Alors que si je mets tout en place pour pas que ça m'arrive, je tombe dans l'évitement, là, je suis sur la mauvaise voie. Mais un reportage comme aujourd'hui, un livre qu'on lit, peut faire le travail, un voyage dans un autre pays où je suis obligé de faire face à cette affaire-là. Il y a plein de choses de phénomènes de vie standards qui peuvent faire le travail. Les gens peuvent se prendre en main. Il y a des sites web ou des applications où on suggère un peu comment faire. Fait qu'ils vont faire ce qu'on discute là, mais sur plusieurs étapes. Puis sinon, il y a des professionnels de la psychologie ou de la santé mentale qui peuvent être rencontrés. Puis il y avait aussi le truc,
de fake it until you make it de tantôt, tu sais, d'y aller petit morceau par petit morceau. Beaucoup, tu sais, des petits pas de bébé, là. Ouais, puis, mais la cyberpsychologie, c'est intéressant. La thérapie, aller consulter directement un psychologue pour ça, pour les apprivoiser. La réalité virtuelle, on a nommé. Puis il y avait peut-être, je ne sais pas si l'hypnose rentre là-dedans, mais j'avais déjà entendu parler des gens qui allaient guérir leur peur de l'avion en hypnose. Oui, il y a plein de stratégies. La question que moi, je me pose comme professionnel scientifique, comme praticien scientifique, comme psychologue, c'est quelles sont les études qui montrent que. Puis les études, c'est pas compliqué, il faut que tu aies au moins une condition témoin, minimalement des gens qui n'ont rien ou une liste d'attente, idéalement un autre traitement, mais une condition témoin, des gens assignés au hasard, une intervention qui est cadrée, qui est réplicable, que je peux refaire d'une personne à l'autre ou que quelqu'un d'autre pourrait faire, des bonnes mesures, pré-poste, une relance, idéalement, puis ça te prend 2 études comme ça. Quand tu as 2 études comme ça correspond au critère minimal pour dire que oui, ça fait partie des traitements documentés efficaces. En hypnose, on n'a malheureusement pas ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Ça veut dire qu'on n'a pas 2 études indépendantes avec assignation aléatoire, le critère de base. Maintenant, si quelqu'un dit « ouais, moi, ça m'a aidé », ça se peut très bien, puis c'est super. Ouais. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire « OK, il n'y a pas d'études, mais… » Il n'y a pas d'études, mais s'il y a de l'exposition, moi, ce n'est pas autant le nom des formes de thérapie qui m'importe que le mécanisme de ce qu'on fait. Si je t'impose les mains, je te parle, puis je te dis, vas-y, tu es capable, puis tu le fais, puis tu t'exposes, ça va fonctionner. Le problème, c'est qu'il y a bien des raisons que je peux voir comme embûche pour pas que ça marche. Ouais. Mais il y a toutes sortes de façons de le faire, puis il y a des gens sous hypnose, ça va leur donner ce qu'il faut pour être capable de le faire, ou pour commencer une démarche. Il y en a d'autres que ça va être en parlant, il y en a d'autres que ça va être en se parlant, il y en a que ça va être en suivant des points lumineux, il y a toutes sortes de stratégies, mais tout revient à l'ingrédient principal, l'exposition. Ça, c'est documenté depuis longtemps, et on joue avec les ficelles, là, virtuelles, pas virtuelles, en imagination. Quelqu'un qui a une phobie du tonnerre et des éclairs, je ne peux pas contrôler ce qui va se passer. Fait que si je n'ai pas de virtuel, je vais dire on va se fermer les yeux et on va essayer d'imaginer. Ça peut fonctionner, puis à la limite, on va peut-être le faire en hypnose. Fait que il ne faut pas balancer du revers de la main une approche ou l'autre. Il faut se poser la question, c'est quoi les évidences? Puis ça, c'est publié régulièrement dans la littérature scientifique. Donc, si je comprends bien, pour résumer toute notre patente d'aujourd'hui, les phobies, ça se traite de plusieurs façons. Quand on va consulter un spécialiste, un psychologue, il y a plusieurs formes de traitement, puis avec l'intervenant, vous allez déterminer un peu qu'est-ce qu'on va essayer. Tu sais, si je suis atteinte d'une phobie, puis là, je t'appelle, je te dis, bon, Stéphane, j'ai la phobie de telle affaire, on va faire un espèce de plan, on va essayer plusieurs techniques, puis sur à peu près 2 à 3 mois, on risque de vraiment me libérer de ma phobie par le traitement de l'exposition jusqu'à temps que je sois capable de dealer avec ça dans la vraie vie. Là. Exactement. Ça, j'ai compris. Ça, c'est parfait. Okay. Puis pour le virtuel, les gens qui nous écoutent vont peut-être se dire « OK, mais ça se trouve où? » Oui. Présentement, là, ce genre de technologie-là, ça se trouve dans les laboratoires de recherche, malheureusement. Ça se trouve, nous, à l'université, on a parti une compagnie, fait que je suis aussi président d'une compagnie qui distribue les environnements qu'on développe à l'université. Le but, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de s'assurer que l'argent du public qui a servi à créer ces technologies-là retourne pas sur une tablette, mais que retourne dans le système de la santé. Donc, on est la courroie de transmission pour que ça avance. Puis, c'est à peu près ce qui se fait. Donc, au Québec, ça commence. Un peu partout dans le monde, ça commence. Il y a quelques années, des lunettes comme ça valait 10 fois le prix que ça vaut maintenant. Ouais. Là, à cette heure, ça se trouve dans les grandes chaînes. Tu peux commander ça, tu peux l'avoir dans 3 jours livré chez vous. Il reste un logiciel. Les logiciels, des araignées, il y en a partout. C'est pas ça qui guérit les gens, c'est ce qu'on fait avec. Fait que tu as beau avoir les lunettes avec des araignées dedans, c'est pas ça qui va guérir, c'est le travail qui est fait avec. Donc, ça prend des logiciels. Et les logiciels, présentement, commencent à être distribués de façon mondiale. De partout dans le monde, il y a peut-être une dizaine d'équipes qui commencent à en vendre. Mais là, demain que ça va être disponible. Excuse-moi, on s'entend qu'une fois que tu as le logiciel, c'est quand même, tu es accompagné par un professionnel, là. Okay. C'est ça qui est important. Parce que, comme on dit, tu sais, des serpents, il y en a plein, là, quelque part. Mais c'est pas parce qu'il y a un serpent au zoo que tu es guéri ou que tu as une araignée chez vous. Non, je voulais dire avec le virtuel, même si tu as les lunettes
sont plus abordables. Ça prend le professionnel pour l'accompagnement, pour le Pour service. l'accompagnement, pour bien doser, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'évitement. On n'est pas à l'étape des systèmes d'intelligence artificielle qui vont guérir les gens. Ça s'en vient peut-être. Puis moi, je pense que ça va aider les gens qui ont des problèmes plus simples. Les professionnels vont avoir besoin de travailler pour les problèmes plus complexes. Mais concrètement, à la question, je trouve ça où présentement? Ben, c'est pas encore super disponible. Les coûts deviennent raisonnables. Maintenant, c'est d'implémenter ça. Puis au moment où on s'enregistre présentement, on est encore en contexte de pandémie. Ben, c'est sûr que ça va ralentir les choses parce qu'il faut des lunettes, il faut que tu désinfectes d'un client à l'autre. Donc, ça ralentit le déploiement de cette technologie-là sur le plan mondial. Mais d'ici quelques années, ça va être monnaie courante. Mais si on n'a pas accès à de la cyberpsychologie pour le moment, il y a quand même plusieurs traitements déjà en accompagnement avec un psychologue, là. C'est ça qui est le plus important. La réalité virtuelle, c'est un peu le spin pour le côté intéressant ou piquer la curiosité. L'ingrédient essentiel, c'est d'apprivoiser tes peurs. On le fait depuis les années 60, clairement très bien depuis les années 80, super bien depuis les années 90. À partir de là, c'est des façons différentes. La technologie, les gens m'écrivent en disant je peux-tu avoir telle affaire dans ma région chez nous? C'est pas super important, le virtuel. C'est attirant, mais c'est une façon, parmi d'autres, dans le coffre d'outils, d'apprivoiser nos peurs. L'ingrédient important, c'est d'apprivoiser. Oui, je comprends. Mais on va quand même souhaiter que ça se répande dans plusieurs cliniques, bureaux avec des professionnels parce que c'est quand même intéressant. C'est quand même plus facilitant pour vous autres de recréer des situations, tu sais. Puis je trouve que si j'étais une cliente patiente pour aller me chercher de l'aide pour une phobie, je serais bien contente de faire ça comme ça que d'avoir à payer pour aller prendre l'avion. À chaque fois, mettons, j'ai peur de l'avion, tu sais. C'est ça. Fait que je comprends. Mais je comprends aussi qu'il y a quand même une accessibilité de plus que je pensais pour les phobies, des traitements qui sont possibles. Puis je suis contente parce que peut-être ça va aider des gens qui ont des phobies aussi. Tu sais. Moi, je me sens pas phobique, mais je me sens quand même pas loin à certaines affaires. Puis en parlant avec toi, il y a des choses, je me dis, c'est vrai, j'ai peur de ça. Tu sais, on dirait que j'avais comme pas vraiment catché. C'est pas nécessairement une phobie, mais j'ai comme pris conscience. Je l'ai pas dit, là, mais je l'ai gardé dans ma tête. Il y en a quelques-unes des peurs, j'ai fait, c'est vrai, j'ai peur de ça. Fait que je trouve ça quand même intéressant de parler de ça. Ça m'aide à apprendre à me connaître un peu plus, puis à savoir en même temps, pour moi, puis pour probablement les autres, les ressources qu'il y a si les gens ont besoin d'aller chercher de l'aide en quelque part. C'est un plaisir, comme toujours. Je vais finir ça là-dessus. Un gros merci. C'est drôle parce que je me disais, voyons, j'ai pas de phobie, tu sais, je vais aller voir d'un coup mais j'ai appris vraiment plein d'affaires encore une fois. Ça fait plaisir. Merci, je vais mettre dans le post les détails. Tu sais, si tu as le goût de parler des compagnies, où est-ce qu'on peut. Tu n'as pas dit tantôt que tu étais à la tête d'une entreprise qui justement faisait ça. Oui, je me garde une petite gêne parce que j'étais un peu un conflit d'intérêt. Tu sais, je ne veux pas faire la promotion de. Mais on est les seuls au Canada qui en font. Fait que. Tu n'es pas en conflit avec personne d'abord, tu ne peux pas te chicaner avec personne. Ils ne sont pas là. Tu me donneras le lien, je le mettrai dans le post. Merci beaucoup, Stéphane. On se reverra peut-être, mais merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup appris avec toi par rapport à tous les troubles paniques, l'anxiété, les tocs, la phobie. C'est vraiment, je pense, je ne m'attendais pas à apprendre autant. Puis je me sens moins jugeante, mais je me rends compte que je vais. En tout cas, je vais arrêter ça là, puis on se reparle très bientôt. Merci beaucoup.